Parler du vivant pour sauver ce qu'il en reste, c'est l'ambition de notre génération. Dans ce podcast, je donne la parole aux acteurs du changement. Ceux qui croient et agissent en faveur d'une transition écologique et sociale. Ceux qui brisent les codes et créent la société de demain. Je m'appelle Laurie, je suis l'hôte d'Épicéa et j'espère que ces conversations révéleront en vous le chemin du possible. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à donner une note sur Apple Podcast ou Spotify et à le partager sur les réseaux sociaux ainsi qu'à vos proches. Et maintenant, je laisse place à l'épisode. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous. Pour le dernier épisode de la saison 3 d'Épicéa, je suis impatiente de vous livrer ma conversation avec Jonas Cardozo. J'ai rencontré Jonas durant son Erasmus à Bruxelles. Il avait 20 ans et ne connaissait pas grand monde. Et il s'est dit, quoi de mieux pour rencontrer des gens que de bloquer Total Energy pendant 36 heures. Jonas est le plus jeune militant que je connaisse et en même temps l'un des plus grands. Il se bat pour le vivant, contre les injustices sociales, contre l'antisémitisme, tout en menant ses études de sciences politiques à la Sorbonne. J'espère que cet épisode vous plaira autant qu'à moi. Bonne écoute. Bonjour Jonas et bienvenue sur le podcast. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir. C'est toi qui nous accueille, on est chez toi là. C'est vrai, mais je suis accueilli sur ton podcast. Ouais, c'est très cool. Est-ce que d'abord tu peux te présenter dans les mots qui sont les tiens ? Bien sûr, alors je m'appelle Jonas, j'ai 21 ans, je suis alsacien, je viens de Mulhouse et je suis actuellement étudiant à Paris en sciences politiques et je me considère comme un militant et activiste écolo parce que je suis adhérent à Europe Écologie et Verts, militant pour les jeunes écologistes et que j'essaye de participer à diverses actions que je considère nécessaires pour la lutte climatique, mais aussi la justice sociale ou la défense des libertés. Trop bien. Quel CV. Est-ce que ça t'embête de donner ton âge parce que, et tu peux me dire oui, hein, mais parce que en fait, tout ce que tu fais, c'est tellement impressionnant et moi, je sais à quel point tu es jeune. Et du coup, est-ce que ça t'embête Pas du tout. Alors, j'ai 21 ans et voilà, je suis né en 2002 et je suis très, très content d'avoir 21 ans, même si je commence à avoir des petits cheveux blancs, ça va. Ouais, mais moi, tu m'apprends tellement de trucs alors que j'ai 6 ans en plus que toi. Alors, on va faire un tout petit peu marche arrière. Est-ce que tu as toujours été une personne engagée ? Non, pas du tout, parce que comme je l'ai dit, je viens de Mulhouse et en fait, chez moi, l'engagement, la politique, ce sont pas des choses qui sont évidentes. Je veux dire, on croise pas des élus tous les jours, on voit pas des écharpes bleu, blanc, rouge tous les jours. On n'est pas du tout, en tout cas, je n'étais pas dans un milieu très politique. Mes parents étaient politisés, mais pas militants dans un parti. Ils avaient leurs avis, c'est des choses dont on parlait. On suivait les soirées électorales des présidentielles, mais ça s'arrêtait globalement là. Donc, j'ai jamais été quelqu'un de très engagé en politique. Par contre, je me souviens que j'ai toujours eu une volonté de participer aux choses qui m'entourent. Voilà, c'est des choses qui peuvent paraître toutes bêtes, mais je voulais être délégué. Je me souviens que quand j'étais en CM2 avec mon groupe de copains, on voulait absolument créer un journal pour défendre les animaux, les espèces en voie de disparition. Enfin, c'était des choses très ponctuelles, mais voilà, j'ai toujours aimé m'engager dans les choses qui m'entourent, mais c'était jamais un engagement profond. J'étais pas dans une association quand j'étais adolescent, etc. C'était plus voir le monde qui m'entourait et me dire que à mon échelle, je pouvais tenter des choses, mais rien à voir avec ce que je peux faire aujourd'hui ou ce qu'on peut faire quand on a accès à de plus grosses ressources dans des grandes villes, par exemple. Mais du coup, tu dis, j'étais pas dans une asso, mais c'est faute de possibilités ? Faute de possibilités, oui, et peut-être aussi parce qu'en fait, on n'avait simplement pas la connaissance de ce qui était, de ce qu'on pouvait nous offrir, en fait. Moi, je me suis senti écolo assez tôt, mais parce que j'avais la nature autour de moi, parce que mon grand-père il m'emmenait dans la forêt, et, euh, et parce qu'on nous disait qu'il y avait les ours blancs en voie de disparition, en fait. Hein. C'est un peu caricatural, mais c'était un peu ça. Après, moi, je veux dire, j'ai jamais eu une asso écolo qui m'a tendu un tract quand j'allais m'acheter des t-shirts à H&M ou quand j'allais manger au McDo. J'avais pas des actions à ces endroits-là qui me faisaient prendre conscience de quoi que ce soit. Il y a évidemment des associations à Mulhouse, etc. Mais quand on est jeune, quand on a 15, 16 ans, c'est pas du tout des choses auxquelles on pense et c'est pas du tout des choses qu'on voit dans notre quotidien comme on peut le voir dans des plus grandes villes ou à des endroits où on a des militants et des militantes plus actifs. Et du coup, donc là, tu me dis ouais, que tu as toujours, en tout cas, voulu participer à ce qui t'entourait, mais que tu n'étais pas vraiment militant. Mais quand est-ce que c'est arrivé alors ?
Mais j'ai du mal à donner le moment exact parce que je pense que c'est un processus long, mais j'ai un souvenir moi qui m'a marqué. C'est quand j'étais encore au collège, j'avais fait un test sur Internet où ça disait le nombre de planètes qu'on consommait, qu'on utilisait, les ressources qu'on épuisait selon notre mode de vie. Et j'étais à 2 planètes et demie alors que je me considérais sans être un militant écolo. Enfin voilà, je prenais le tram pour aller en cours, je prenais rarement l'avion, je mangeais pas énormément de viande. Enfin, mes parents avaient une sensibilité à ces sujets-là. Et quand j'ai vu que 2 planètes et demie, je me suis dit non mais c'est impossible. Enfin, c'est quelque chose qui n'est pas censé et il faut faire quelque chose. Donc je me souviens de ce moment-là qui m'a marqué parce que je me suis dit bon bah il y a des choses à faire. Et après c'est évidemment la génération climat, enfin voilà, Greta Thunberg, les premières manifestations en France, etc. Et mon premier acte militant en fait, c'est d'avoir fait une manifestation climat, une grève pour le climat quand j'étais en première à Mulhouse où on était allez, une trentaine, une quarantaine à faire une clean walk. Mais voilà, c'était un premier acte militant en tout cas. Et du coup, après, comment ça se passe? Du coup, tu l'as fait, cette clean walk, et c'est ça qui déclenche un peu tout le reste, ou pas tellement? Ça, bah, à la fois, c'est assez démotivant parce qu'on se dit, bah, on est 30 et on voit les images d'ailleurs où il y a des centaines et des centaines, voire des milliers de personnes. Donc on se dit, en fait, je suis seul, ou en tout cas, on est peu. Et à côté de ça, moi, j'avais une volonté de m'engager en politique depuis les attentats de Charlie Hebdo parce que j'avais un peu compris à ce moment-là. Donc moi, c'était en 2015, donc j'avais 13 ans. Mais j'avais compris enfin, j'avais arrêté d'être un enfant à ce moment-là. J'étais en train de dire, ok, donc on attaque mon pays, entre guillemets, pour des valeurs que je ne comprenais pas avant. Et désormais, je comprends ce que ça veut dire la liberté d'expression. Je comprends ce que ça veut dire potentiellement être français. Je comprends qu'il y a des choses que nous, on défend ou qu'on devrait défendre en tout cas. Et qui sont attaquées à ce moment-là. Et à ce moment-là, je me dis, moi, je veux pas être pompier, je veux pas être policier, mais j'ai envie d'être utile. Et je me suis dit, bon, bah, il y a la politique. Tout en voyant ça comme un grand fantasme, parce qu'encore une fois, c'est pas du tout quelque chose que j'avais sous les yeux. C'est quelque chose que j'entendais à la radio, que je voyais à la télé, ça s'arrêtait là. Et du coup, en fait, ces deux moments-là se sont un peu croisés. Il fallait commencer à réfléchir à une orientation. Donc, je me disais, bon, la science politique, tous mes profs me disent d'aller vers ça. Et en même temps, bon, bah, les sujets climatiques commencent à être importants pour moi. Et puis, on a quand même, même si on est loin des grandes villes, on a l'accès aux réseaux sociaux et à une information de plus en plus pertinente et fracassante même sur les sujets climatiques, où on se dit, bon, bah, on n'a plus le choix. Et bon, c'est pas parce qu'on était 40 à faire une clean wall qu'on doit s'arrêter là. Et donc, ensuite, on met le doigt dans un engrenage. D'abord, d'autres manifs pour le climat, parfois à Strasbourg, parfois à Paris, pour avoir la sensation d'être un peu plus nombreux et nombreuses. Et ensuite, j'ai pu plus m'engager quand je suis arrivé à Paris pour mes études. Et donc là, ça fait combien de temps que tu es à Paris pour tes études? Alors, ça fait 3 ans passés, je commence ma 4e année. Et en fait, dire que j'ai commencé à m'engager quand je suis arrivé pour mes études, c'est un peu un mensonge parce que je suis arrivé au moment du deuxième confinement. Donc en fait, il y a ce grand moment de passage à vide où j'ai eu 18 ans pendant le premier confinement. Je me dis que c'est le moment pour m'engager, mais en fait, il se passe rien. Et ensuite, j'arrive à Paris, je me dis, c'est le moment pour m'engager. Et c'est le deuxième confinement. Et c'était assez complexe pour trouver une façon de s'engager à ce moment-là. Et pendant le confinement, en fait, je fais mon deuxième acte vraiment militant. J'écris une lettre ouverte sur mes réseaux sociaux sur la condition des étudiants et des étudiantes pendant le confinement. Ça buzz pas mal alors que j'avais pas ça faisait 2 ou 3 ans que j'avais Instagram. Enfin, j'étais pas très actif, on va dire, sur mes réseaux. Et là, je me dis qu'en fait, on a potentiellement un pouvoir de faire quelque chose. Et donc, je réfléchis, je me dis, bon, il faut que je m'engage. Je prends ma carte OPS, mais ça ne fonctionne pas parce que leur site d'adhésion ne fonctionnait pas. Et en fait, c'est tout ça en étant coincé dans sa chambre, quoi. Donc, c'est quelque chose de très frustrant. Mais c'est aussi un moment où on dit que voilà, la planète va mieux parce qu'il ne se passe rien, parce que les gens ne se déplacent pas en avion, etc. C'est un moment où il y a un vrai temps d'introspection. Et à ce moment-là, je suis convaincu que c'est la voie dans laquelle je dois m'engager dès que je retourne à Paris, ou du moins dès que je peux remobiliser des ressources pour m'engager. Est-ce que tu penses que les jeunes sont plus engagés que les moins jeunes? Parce que moi, quand je te vois,
c'est vraiment ce qui me vient à l'esprit. Je me dis, ah, la relève, elle est là, tu vois. Il y a pas 10 ans entre nous, hein, je précise. Mais vraiment, ça, quand je vois les si jeunes, enfin moi je m'imagine à ton âge et j'avais pas ces préoccupations-là malheureusement, vraiment j'étais bien loin de tout ça et du coup, je sais pas, vous me rassurez, je me dis ah il y a du moteur derrière. Et puis après j'ouvre TikTok et je me rends compte qu'il y a des gens qui ont le même âge que toi qui font des dingueries mais complètement inutiles. Qu'est-ce que t'en penses? Mais en fait, c'est assez paradoxal parce que d'un côté, on a la sensation que notre génération est la plus engagée et c'est un truc assez nombriliste en fait de se dire bon bah nous on fait mieux que ceux d'avant, mais en même temps On n'a pas le choix. ouais, on n'a pas le choix et j'ai l'impression que ceux qui sont plus engagés sont peut-être plus engagés en proportion de leur temps, de leur investissement, de leur vision des choses, mais que c'est pas forcément en nombre. C'est que, alors on est beaucoup plus visible, on s'investit beaucoup plus, c'est parce que les sujets qu'on défend aujourd'hui, ce sont des sujets sur lesquels on peut pas mettre d'œillères, on peut pas fermer les yeux sur l'engagement climatique, sur la question de la justice sociale, etc. Mais pour autant, on sent une rupture avec le reste de notre génération. Et moi, quand on parle de génération climat ou de nouvelle génération, etc., on en parle d'une façon assez homogène qui, moi, me dérange un peu parce que, encore une fois, moi, mes copains de Mulhouse, je veux dire, on n'est pas nombreux à avoir suivi la voie de l'engagement. Parce qu'en fait, comme on ne nous a jamais donné les ressources, il fallait faire une vraie démarche, produire une vraie énergie. Et ça dépend aussi de ses parents, dans le cadre dans lequel on a temps, grandi. de l'énergie qu'on a, bien sûr. Exactement. Mais du coup, il y en a qui s'intéressent à ce que je fais. Ils me posent des questions vraiment, alors qu'on n'est pas forcément d'accord, qu'on a des visions qui ne sont pas les mêmes. Mais je sens un intérêt pour l'engagement qui est peut-être plus grand que les trentenaires ou les quarantenaires que je peux croiser. Pour autant, passer le cap de l'engagement reste quelque chose de très coûteux. Et je pense que c'est encore plus coûteux quand on voit comment est considérée la jeunesse et comment elle est souvent dévaluée, dévalorisée, pointée du doigt. Et aussi comment on lui met une grande responsabilité sur les épaules. Et moi, j'aime beaucoup ce que dit Salomé Saké sur ces sujets-là. Elle dit on attend tout de la jeunesse, mais en fait, c'est une classe, un groupe qui est minoritaire en nombre, dont l'accès au pouvoir est plus difficile que pour beaucoup, et pourtant à qui on dit ah oui, mais c'est vous qui allez changer le monde, qui allez sauver la planète. Alors moi j'aimerais bien, mais alors qu'on ouvre grand les portes aux jeunes qui en ont envie, et je pense que si on ouvre grand les portes aux jeunes qui en ont envie, les autres suivront, parce que là, je veux dire, tous mes copains, tous mes amis, ils voient à quel point c'est énergivore, ça demande du temps, c'est une difficulté, mais après ils voient aussi à quel point ça me rend heureux et que je suis persuadé d'être dans le bon axe. Donc il faut convaincre les jeunes de se mobiliser, mais ça nécessite aussi une volonté des générations un poil plus anciennes de dire de laisser on la vous place entend, aussi. on vous accepte, de laisser la place, mais même pas de se retirer pour laisser la place, juste d'accepter qu'il y ait des jeunes qui n'ont pas les mêmes ressources, qui n'ont pas les mêmes capacités, mais qui sont prêts à s'engager de leur façon, et qu'il ne faut absolument pas les blâmer pour ça ou redire leur engagement, mais au contraire le faciliter. Et je trouve que c'est encore des choses qui ont un peu de mal à émerger. Tu parles beaucoup du coup de ton engagement écologiste et de la justice sociale. Est-ce que ça a toujours été lié pour toi, ça ? Mais moi, je suis issu d'une famille qui a jamais eu de grosses difficultés d'argent. Mes parents ont réussi à trouver des travails qui leur ont permis de bien évoluer, etc. Mais c'était une famille de socialistes. Enfin, j'ai toujours eu cette idée de redistribution, Enfin, c'est des mots que j'entendais un peu vaguement. Voilà, mes parents ne sont pas communistes, mais c'est des mots que j'entendais vaguement. Et en fait, quand on se penche sur la justice climatique, au début, on peut être juste sur l'environnement, se dire voilà, il faut sauver la planète et c'est pour tout le monde. Mais en fait, on voit que c'est profondément lié. Et surtout, je pense qu'il y a aussi une question d'acceptabilité aujourd'hui qui est un gros enjeu pour permettre à ceux qui veulent sauver la planète d'arriver au pouvoir, et que ça ne saura se faire sans démontrer que la justice sociale est liée au changement climatique, et pour énormément de raisons. On n'a pas le temps de toutes les énumérer, mais la première chose qui est évidente, c'est que les classes les plus populaires seront les premières victimes, et sont déjà en fait les premières victimes du réchauffement climatique. Et à partir de là, en fait,
lutter contre le réchauffement climatique, c'est lutter pour la justice sociale et tant mieux que ça aille l'un avec l'autre. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Enfin, moi, je rencontre encore parfois, et ça me frappe vraiment, ça me tend actuellement de voir des gens qui refusent encore de faire le lien, de voir que justement, c'est les personnes précaires qui subissent déjà le changement climatique, c'est les personnes des classes populaires qui subissent déjà le changement climatique. Et parfois, je vois encore des personnes aisées qui sont très nombrilistes sur... c'est pas pour blâmer, mais sur le zéro déchet, sur des choses très individuelles, mais qui font pas les bons liens. Est-ce que c'est quelque chose que tu vois encore autour de toi, ou tu es déjà trop dans une bulle comme moi? Non, c'est quelque chose que je vois beaucoup parce que moi, je milite pas mal dans des endroits où c'est la droite qui est majoritaire, ou en tout cas, c'est pas ce qu'on peut penser de la caricature du bobo. Mais en même temps, je pense que ceux qui sont déconnectés de ce lien-là, on va dire, c'est pas si grave si on arrive à les convaincre que même si c'est juste pour la planète, Fais-le quand même, quoi. fais-le quand même. Parce qu'au final, en définitive, ça aura des bénéfices pour tout le monde. Par contre, là où je trouve que c'est intéressant, c'est que défendre que l'idée qu'il y a un lien, ça permet à des gens qui sont plus justice sociale qu'environnement, que planète, de se joindre à nous. Et en fait, pour des raisons évidentes, je veux dire, aujourd'hui, tu vis dans un appart que tu payes pas cher, c'est une passoire thermique. Je veux dire, ça fait 3 étés que tu sens bien qu'il y a des choses qui changent et que c'est une souffrance directe. Ouais, et l'hiver donc, sur ta facture aussi, quoi. Ouais, voilà, et clairement, et que du coup, le lien, si on n'a pas réussi à le mettre dans le discours, aujourd'hui, il est dans ta vie quotidienne. C'est dans les faits, quoi. C'est ça, exactement. Et ça fait que du coup, il y a des personnes qui, pour le coup, pouvaient plus se sentir ah, mais moi, je suis plutôt classe populaire, mes sujets, c'est plutôt justice sociale, ou mes sujets, c'est rien du tout. Mais du coup, là, je me rends compte qu'il y a un vrai enjeu et que ça fasse que en fait, la justice climatique s'élargisse aux questions de justice sociale et qu'on arrête de juste dire bon on est là pour sauver les arbres, quoi. Voilà, exactement. Bien qu'il faille sauver les arbres. arbres. Il faut sauver les arbres, mais pas que. Et je pense qu'en fait juste c'est la réalité de ce qu'on vit qui va faire que c'est une évidence, on peut plus le remettre en cause. Limpide. Du coup, tu fais bien le lien entre écologie et justice sociale, et on en parlait en off juste avant, de toutes les autres formes de discrimination, en fait, qui ne sont pas que celles du classisme, en fait, du revenu, du patrimoine, mais il y en a plein d'autres. Il y a le sexisme, le racisme. Et toi, tu luttes aussi beaucoup contre l'antisémitisme. Comment c'est lié, ces deux thématiques-là, pour toi ? Alors déjà, moi, c'est lié dans mon identité parce que, je le disais au début, je me considère comme militant, activiste, profondément concerné par les questions climatiques, comme en fait toutes nos générations. Et je suis juif et donc c'est des identités qui sont clairement qu'on peut lier, on peut très bien vivre en étant les deux à la fois, mais ça interroge quand on rentre dans les milieux militants et quand on rentre notamment dans les milieux militants de gauche. Moi, la petite anecdote, quand j'ai dit que j'allais rejoindre ELV, à mes proches, la première chose qu'on m'a dit, c'est ah oui, mais c'est un parti quand même sur Israël et sur l'antisémitisme, c'est compliqué, enfin voilà, fais attention, on n'avait pas tant peur que je me fasse manger par des requins de la politique ou qu'on s'imagine un peu les clichés qu'on peut penser sur la politique mais qui sont parfois fondés, mais on s'inquiétait de voilà, ton existence en tant que juif dans un parti de gauche. Et en fait, c'est profondément des choses auxquelles j'ai été confronté directement ou non. Et en fait, c'est même pas, il y a pas tant un lien entre écologie et judaïsme, si ce n'est le fait que moi, quand je croise des copains qui sont de la communauté juive et qui me disent je suis pas écolo, enfin ils me le disent pas comme ça, mais quand ils ont un mode de vie pas écolo, mais qu'à côté de ça ils sont très religieux, je leur dis je sais pas, moi dans l'idée il y a Dieu, il a fondé la terre, il a fondé les espèces, il a créé tout ça. Je sais pas, on est censé protéger un peu ce qu'il a fait. Voilà, on respecte, non. Après voilà, moi je suis pas quelqu'un de très religieux, je pratique un peu, etc. Mais donc on peut faire ce lien-là entre religion et climat. Il y a d'ailleurs une association aux États-Unis, elle existe aussi en Europe, mais qui fait pas mal de trucs aux États-Unis, où on voit souvent des rabbins, des prêtres qui font des actions ensemble pour bloquer des grandes entreprises, des fonds d'investissement polluants, etc. Donc ça, c'est intéressant de faire ce lien-là. Et après, sur la politique, c'est dire
en fait, lutter contre les injustices, c'est lutter contre toutes les injustices, et qu'aujourd'hui, l'antisémitisme est une injustice qui est souvent, mais comme d'autres, hein, mais qui est souvent cachée sous le tapis, voire carrément déconsidérée ou remaniée de façon scandaleuse par certains partis de tout le champ politique, mais y compris à gauche, et je pense qu'il faut donner les noms, faut dire les termes, notamment à la France Insoumise, et parfois chez ELV, mais j'ai envie de dire chez ELV c'est plus de la maladresse, et chez la France Insoumise c'est plus des stratégies qu'on a parfois du mal à comprendre. Et du coup, toi, dans ton militantisme, tu essayes d'insuffler aussi ça, cette lutte contre l'antisémitisme. Tu me parlais en off du fait que tu t'animais des ateliers où tu expliques ce genre de choses, etc. Comment ça s'est perçu par tes potes militants qui sont potentiellement pas juifs ou juives ? Ça dépend. Alors en fait, à ELV, j'ai la chance. Moi, quand je suis arrivé, il y a un truc qui s'était créé à peu près à ce moment, qui était le groupe de travail de lutte contre l'antisémitisme. Les premières journées d'été des écologistes que j'ai faites à Grenoble, il y avait un atelier sur la question de l'antisémitisme à gauche. Et moi, j'étais super content. J'arrive, je vois qu'il y a ça, je me dis, bon, trop bien, ça progresse. Et en effet, ça progresse. Et donc j'ai rejoint ce groupe de travail avec lequel je fais beaucoup de choses, et en fait on voit que c'est pas toujours facile, qu'il y a un peu une relation à ça, de dire bon c'est super que la question de l'antisémitisme soit prise à bras le corps, mais en même temps il y a aussi des moments où on se dit ils sont contents, elles sont contentes, parce que ça fait un peu un bouclier, quoi. C'est ah non mais regardez, nous on lutte contre l'antisémitisme. Alors oui, on le fait plus que beaucoup d'autres. Mais c'est absolument pas suffisant, et il faut pas s'auto-satisfaire de ça, et pas aller plus loin. Après, pour mes proches, moi j'essaye de m'entourer de gens les plus simples possibles, parce que le militantisme peut être fatigant et épuisant, et de gens avec qui je peux avoir des désaccords, mais il y a certains sujets où j'ai du mal à être proche de gens avec lesquels j'ai des désaccords, notamment sur la question de l'antisémitisme. Et donc ceux qui sont autour de moi, évidemment on a des discussions, évidemment il faut faire de la pédagogie, mais ils comprennent très bien, ils soutiennent, et voire participent, parfois défendent carrément quand on défend un projet, ou quand moi je tape du poing sur la table en disant non, c'est pas possible, là, on va pas dans la bonne direction. Par contre, on voit que pour certains autres, on a l'impression qu'on est des emmerdeurs, quoi. Et moi ça me dérange pas du tout. Enfin, je veux dire, moi m'engager dans la politique, c'est pas faire des compromissions pour atteindre un poste, etc. C'est dire, j'ai des valeurs, je veux les défendre, et je pense que cet endroit est le meilleur endroit pour les défendre. Par contre, je défendrai toutes mes valeurs, même si vous prenez pas le package. Moi, je ne rejette pas ce package-là. Et évidemment, la question de l'antisémitisme est quelque chose sur laquelle je ne peux pas renier. Par contre, là où ça a été plus violent, c'est mes amis de la communauté juive qui ne sont pas de gauche, et qui ont vu ça un peu comme une trahison. Enfin, moi, j'ai eu des messages pendant la campagne présidentielle, quand je faisais la campagne pour Jadot, très violents, où ça parlait de traîtrise à ses ancêtres, d'être presque l'idiot utile de l'antisémitisme de gauche. Alors que moi, ma thèse, c'est de dire que s'il n'y a pas de personnes à gauche qui luttent contre l'antisémitisme, alors on a perdu le combat, et on a déjà abandonné, quoi. Donc voilà. Donc en fait, le qualificatif d'emmerdeur vient plutôt de ceux avec lesquels on milite, et encore c'est assez partiel. Et par contre, on sent vraiment une défiance de la part de personnes dont je partage certaines caractéristiques et certaines identités, mais qui considèrent que c'est juste pas possible d'être juif et de militer à gauche, parce que l'antisémitisme est aussi présent à gauche. Est aussi présent Bien à sûr, gauche, faut le dire. très trop présent, et surtout n'est pas pris suffisamment à bras le corps. Et donc là, c'est un exercice un peu d'équilibriste, de dire à gauche, oui, vous avez des problèmes sur l'antisémitisme, vous n'êtes pas au fait, travaillons sur ces sujets, acceptez de travailler sur ces sujets, en fait, faites votre introspection réellement, et aussi de dire à ceux de droite, vous êtes bien gentils, mais vous, quand vous me pointez du doigt l'antisémitisme de gauche, c'est pour mieux cacher le vôtre, et inversement, hein. En fait, aujourd'hui, toutes les organisations politiques, elles adorent dénoncer l'antisémitisme quand il vient d'ailleurs. Moi, je dis, ok, moi je vais dénoncer l'antisémitisme quand il vient de partout, et notamment quand il vient à gauche, parce que j'ai envie de dire, c'est encore plus difficile de pointer du doigt quand ça vient de chez soi, quoi. Mais évidemment, moi, c'est une condition au fait que je puisse continuer à m'engager en politique,
c'est que ce soit une safe place pour moi aussi, du moins le plus possible, et pour aussi dire à mes amis de la communauté et aux autres pour qui ce sont des sujets importants, venez avec nous. Ça ne doit pas être un red flag pour vous la On y question de bosse, quoi. l'antisémitisme. On y bosse et venez bosser avec nous parce qu'effectivement, il y a du boulot. Clairement, top. Vraiment, tu m'apprends tellement de choses à ce sujet parce que moi, je suis encore beaucoup trop novice sur ce sujet. Mais du coup, j'essaye d'être ouvert d'esprit et de t'interroger beaucoup, en tout cas. Tu parlais du fait que le militantisme, c'est quelque chose d'extrêmement énergivore. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton expédition à Sainte-Soline d'il y a quelques mois? Parce que là, je crois qu'énergivore était déjà un euphémisme. On peut même parler de dangereux pour cette expédition-là. Ouais. C'était un épisode très particulier. Alors moi, j'étais en Belgique. Là, on s'est rencontrés au moment de la première manifestation à Sainte-Soline, qui crée une médiatisation à ce moment sur le sujet des méga-bassines. Tu peux réexpliquer vite fait? Alors, à Sainte-Soline, en fait, c'est le symbole des méga-bassines, qui sont en fait des énormes piscines. Mais quand je dis énormes, c'est... Plusieurs terrains de foot. Ouais, plusieurs terrains de foot, exactement. Qui sont en fait des retenues d'eau, mais qui font pas que retenir l'eau qui tombe du ciel, qui puisent aussi dans la nappe phréatique et qui sont pour en fait un nombre très restreint d'agriculteurs qui ont des modes très productivistes et du coup qui privent les populations, mais aussi les paysans et les plus petits agriculteurs d'un accès en eau. Parce que du coup, eux, quand c'est pleine canicule et qu'on dit à tout le monde, ou sécheresse, qu'on dit à tout le monde, bon bah vous arrêtez d'arroser vos plantations, eux, ils peuvent continuer parce qu'ils ont cette réserve énorme, mais qui en fait s'évapore. Enfin, j'invite les gens qui nous écoutent à se renseigner sur le sujet parce que c'est assez scientifique, mais en fait très simple à comprendre que quand tu mets de l'eau dans une bassine en plein soleil, ça s'évapore et qu'au final tu la prives. Mais physiquement, c'est un non-sens, quoi. C'est un non-sens et tous les hydrologues, tous les scientifiques disent que c'est un non-sens. Donc il y a ce sujet-là qui arrive sur la table et moi je suis dans un moment où je me dis que j'en ai marre de juste distribuer des tracts et de faire des manifs, que voilà, je vis la canicule de plein fouet en 2022 du coup. Et donc il y a ce gros sujet-là qui arrive et du coup j'envoie des messages en disant bon aux jeunes écologistes, je dis on y va, venez on chauffe. En plus il y a des jeunes écologistes à Poitiers, donc pas loin de Sainte-Soline. Venez on y va, on se motive, etc. Et au final on est beaucoup à y aller. Et c'est aussi au moment de la manifestation contre la réforme des retraites. Donc il y a un double moment sécuritaire, de confrontation avec la police. Moi, je suis allé à Sainte-Soline une semaine après être sorti de garde à vue. Alors que, moi, d'habitude, c'est toujours des manifestations très pacifiques. J'ai été mis en garde à vue le soir du 49.3 pour à peu près aucune raison, parce que j'étais là au mauvais endroit au mauvais moment. Vas-y, tu dis plein de mots-clés. Juste les manifs contre les retraites. Pourquoi, en 2 mots? Qu'est-ce qu'un 49.3 pour ceux qui nous écoutent? Alors, tu vois, tu parlais d'être dans sa bulle, utiliser des termes sans les expliquer, ça fait partie. 49.3, c'est en gros un outil constitutionnel en France qui permet de faire passer une loi même si le Parlement ne la vote pas. Donc en gros, pas respecter les députés. Réforme des retraites, c'est en gros, on allait prolonger notre temps de travail avant de pouvoir partir à la retraite pour avoir toutes nos pensions. Et donc, il y a eu énormément de manifestations en France contre cette réforme, dont des manifestations qui ont dégénéré à partir du 49.3. Dégénéré, je dis bien, de la part du pouvoir et des forces de l'ordre. Voilà. Et donc, c'est un moment très particulier. Parce que les médias sont en boucle sur la question de la police, de la sécurité, et il y a Gérald Darmanin, qui est le ministre de l'Intérieur en France, qui dit Sainte-Soline, en gros, on va mettre plus de forces de l'ordre que jamais, qui communique à fond sur si vous y allez, vous êtes un criminel. Enfin voilà. Il y a la préfecture qui, la veille de la manifestation, prend des photos en des hélicoptères qui sont déjà en train de tourner, etc. On y va. Et on ne pouvait pas penser à un seul instant que ce serait d'une telle violence. En fait, il faut bien s'imaginer que le coût du système sécuritaire des forces de l'ordre qui ont été mis en place est bien plus important que si la bassine avait été déconstruite et qu'il avait fallu la reconstruire entièrement. Sachant qu'à ce moment-là, la bassine n'est pas construite, c'est juste un trou de terre. Il faut s'imaginer qu'on est arrivé, donc on a marché une petite heure... avec moins qu'une petite heure même, avec l'ensemble des manifestants et des manifestantes. Il y avait des gens qui venaient de toute la France, Vous étiez combien ? De Europe. Ça dépend selon qui, mais on était plusieurs milliers de personnes, voire plusieurs dizaines de milliers de personnes, dont beaucoup qui sont des manifestants totalement pacifiques, mais même dans leur tenue. Je veux dire, moi, le nombre de personnes que j'ai vues absolument pas équipées en fait, pour aller faire une petite randonnée dans les champs.
Et parce que c'était un sujet qui inquiétait tout le monde au moment où les sujets de sécheresse montaient, au moment où vraiment on voyait que c'était un non-sens écologique. Et c'était une des premières grandes manifestations des soulèvements de la Terre, qui aujourd'hui sont un des mouvements les plus reconnus sur les questions de lutte environnementale et écologiste. Et on arrive, et en fait, on voit les premiers tirs de gaz lacrymogène. Et on voit des tirs de bombes de désencerclement. Et en fait, pendant 1 heure, 2 heures, ça n'a pas arrêté. Il y a des bandes son qui ont été enregistrées. À peu près toutes les 2 secondes, il y a une explosion. Et en fait, il faut se dire qu'on est sur un terrain de terre. On est sur des champs autour de cette bassine et qu'on voit des gendarmes en quad. On voit des hélicoptères. On voit des camions, des pompes à eau. Et on voit des centaines et des centaines de gendarmes qui sont clairement là Pour protéger un trou de terre. pour protéger un trou de terre. Et moi, j'ai envie de dire, c'est pas de leur faute, c'est de leur faute, ça c'est un débat, mais les pauvres, je veux dire, on les a mis là, alors qu'il y avait un risque de conflictualité vu qu'on les a mis là, pour protéger un trou de terre. Je me dis, moi je suis un gendarme à ce moment-là, mais je me dis, là on me fait taper sur quelqu'un et potentiellement cette personne va, voilà, il y a eu des jets de projectiles, il y a eu des choses comme ça, pour un trou de terre. C'est complètement fou. En fait, c'est juste matraquer le mouvement écologiste dans ce qu'il a de plus sincère sur une lutte très centralisée, absolument pas de destruction, parce qu'on n'est pas, le but n'était pas de prendre de force le ministère de la transition écologique. Et encore une fois, c'était un trou de terre. C'est un trou de terre. Et il n'y avait pas un projet d'installer une ZAD, et quand bien même, il n'y avait aucune raison de mettre un dispositif aussi important, à part conflictualiser le moment. C'est ce qui a été fait. Et moi, j'ai assisté à des scènes. En fait, c'est presque inimaginable de se dire qu'on est là pour défendre en fait juste l'accès à l'eau pour tout le monde. Et que, à côté de toi, il y a une dame qui se promenait tranquillement, qui avait ni feu d'artifice, et quand bien même, quand on a des feux d'artifice, ça ne justifie pas de se faire dévisager, mais une grenade qui explose à côté d'elle, et en fait, tu la ramasses, tu la portes parce que elle a les tympans en sang, les oreilles en sang. On a vu des mâchoires déformées, on a porté des personnes. Voilà, moi, j'ai aucune expertise médicale, mais je doute que la mobilité dans la main ou que ce genre de choses reviennent. Et les explosions en permanence. Moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est que le lundi, quand je rentre à Paris, je vais dans un bar pour voir une amie, il y a une poubelle qui claque, je sursaute. J'ai l'impression d'entendre les récits comme je suis étudiant en histoire, comme j'étais étudiant en histoire, les récits qu'on me faisait des traumatisés de guerre. Je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et ensuite, on apprend, on sait un peu sur le moment, mais on apprend a posteriori qu'il y a des personnes dans le coma, dont une qui va rester plus d'1 mois, Serge. Et puis on voit la vidéo. Et en fait, quand je vois la vidéo, je me rends compte qu'il a un casque et qu'il est à une vingtaine de mètres devant moi. Mais là, c'est tombé sur lui. Mais il y avait des dizaines, des centaines de personnes sans casque. Et lui, il est resté 1 mois dans le coma. Sa vie ne sera plus jamais la même. Si ça tombait sur moi ou sur la personne qui était à côté de moi, sur un de mes potes, sur un militant, peu importe lequel, qui n'avait pas de casque, mais ce serait pas un coma. Il serait plus là. Il serait plus là. Donc, on a failli nous tuer, alors qu'on était là pour garantir l'accès à l'eau, qui est une condition de la vie. Et ça a été un des plus gros moments bouleversants et qui a aussi renforcé ma volonté de lutter, parce qu'on s'est dit, l'urgence climatique est plus que jamais là, et pourtant la violence contre ceux qui sont là pour essayer de donner du bon sens est aussi plus que jamais là, et va à contresens de l'urgence qu'on vit. Et c'était un drame, et c'est aussi un drame ensuite familial et interpersonnel, parce que quand on va dire aux gens d'aller manifester, quand ils voient ça, ils n'ont plus envie. Et quand on regarde ses parents en disant, je vais aller à la prochaine manifestation des soulèvements de la Terre, on sait ce qu'ils pensent quand on part, quoi. Est-ce que tes potes qui étaient présents là à Sainte-Soline avec toi, tes co-activistes des mouvements que tu fréquentes, est-ce qu'il y en a que ça a vraiment refroidi ? Est-ce qu'il y en a qui ne reviendront pas ? Je pense qu'il y en a qui ne reviendront pas, en tout cas qui ont dit qu'ils ne reviendraient pas juste après. Je pense que maintenant, il y a certaines choses qui ont été digérées, et on est plus dans un truc de... Ils ont fait vivre ça, il va falloir qu'on continue à se mobiliser. Mais en fait, c'était surtout à quel point c'était inattendu. Je veux dire, encore une fois, moi, c'était pas ma première expérience de désobéissance civile. Mais pour beaucoup, ça l'était. Et on était équipés. On allait faire un pique-nique à côté d'une grande bassine, quoi.
sur le Ouais, papier. c'était l'idée, quoi. C'était l'idée. Alors, il y en a d'autres qui n'avaient pas ces idées-là, mais encore une fois, ceux qui sont venus avec de quoi en découdre, c'était aussi parce qu'il y avait un discours de « on vous attend ». Ouais, Le discours de Darmanin, c'est ça, c'est « on vous attend ». de haine des militants. De haine, voilà. Enfin, je veux dire, c'est pas un hasard si les blessés n'ont pas pu être évacués. Enfin, il y avait clairement une stratégie de dire il faut faire peur. Et du coup, ceux qui sont dans des mouvements plus radicaux se sont dit bon, bah, ils cherchent la bagarre, on va venir faire la bagarre. Après, voilà, on peut faire des discours moralisateurs autant qu'on veut, qui a tiré en premier, etc. Là, factuellement, complément d'enquête l'a prouvé que c'est les gendarmes qui ont tiré en premier. Mais en fait, peu importe. Personne n'avait à tirer sur personne parce que ces gendarmes équipés ainsi n'avaient rien à faire là. Il n'y avait aucune justification. Et donc, ça a été une grande surprise. Et pour revenir sur ta question, il y a aussi une grande colère après entre les militants, se disant oui, on nous a fait un coup fourré, les soulèvements de la terre nous ont mis dans... Mais en fait, personne ne pouvait savoir que ce serait ça. Moi, jamais de la vie, je me suis assis chez moi, je me suis dit, en France, quand je vais aller manifester, on va pouvoir m'envoyer plusieurs milliers de grenades et il faut voir la taille des douilles qu'on récupérait. Enfin, je veux dire, à une main, c'était compliqué de les tenir. Et on les voyait... le nuage qu'on a en tête, le champignon du nuage nucléaire, en fait, quand les grenades tombaient dans la terre, avec la terre et le souffle, ça faisait, évidemment, à taille réduite, mais ça faisait ce champignon-là. C'était un champ de bataille. C'était un champ de bataille. Alors, évidemment qu'il y a des personnes qui ne reviendront plus, et je pense que c'était l'objectif. Mais à côté de ça, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont rendues compte à quel point aujourd'hui on était contre les écologistes, de façon générale, et que c'était aussi une raison de se mobiliser. Est-ce que sur le moment, t'as peur quand t'es là-bas, ou est-ce que tu te dis, mais c'est quoi cette réalité parallèle en fait? Pardon papa, maman, mais sur le moment, je suis complètement inconscient. Je suis complètement inconscient. Je fais partie des jeunes écologistes qui vont le plus au devant, aussi parce que j'ai déjà eu des formations sur la désobéissance civile, parce que je suis dans une colère aussi. Sur le moment, je suis pas dans une colère par rapport aux gens. En fait, sur le moment, mon cerveau est déconnecté. Je suis en pilote automatique. Je regarde le ciel pour pas être à l'endroit où la grenade tombe. On porte des blessés, on vérifie que ça va, je distribue du sérum Phi. Et moi, j'avais aussi un peu le sentiment, comme j'avais dit qu'il fallait y aller, j'appelle plusieurs fois les jeunes écologistes qui sont un peu plus salariés en disant « ça va ?» Parce que moi, en fait, ma plus grande peur, en vrai, à ce moment-là, c'est qu'il y ait un blessé parmi nous. Très égoïstement, mais parce que je me dis... C'est ta responsabilité. C'est pas vrai, mais c'est comme ça c'est que pas la tu même, vis. mais je le sens comme ça. En fait, c'est notre responsabilité. Mais je me dis, je ramasse des gens que je connais pas, mais qu'est-ce qui fait que dans 2 minutes, je vais pas ramasser quelqu'un que je connais, quoi. C'est ça. C'est ça ma plus grande peur. Et en même temps, moi, j'ai l'impression d'être... je suis sportif, des trucs, vraiment des critères nuls. Sur le moment, tu peux être sportif autant que tu veux, la grenade, si elle t'arrive dessus, tu vas pas l'éviter. Mais juste, je suis en pilote automatique. Et la colère, elle vient même pas tout de suite. Elle vient en fait quand on rentre, parce qu'au bout d'un moment, les médics nous disent, il faut qu'on arrête. En fait, il y a une pause, on se pose, on mange, etc. Il y a un moment de pause. Et au bout de 30-40 minutes de pause, notamment pour évacuer les blessés, ce que les préfets voulaient pas, ils voulaient pas nous envoyer les secours, etc. Heureusement qu'il y avait des élus écologistes et des élus de la France Insoumise qui ont vraiment appelé le préfet et la préfète en disant mais là on a des gens qui sont en train de mourir, envoyez-nous les secours. Et en fait, on marche, on rentre, on dit bon on arrête. Les médics nous disent c'est plus possible, on n'a plus rien. Enfin je veux dire les médics c'est pas un bloc opératoire sur place. Hein. Ces gens ils font ce qu'ils peuvent quoi. Pros, ils font ce qu'ils peuvent. Et on est dans la terre, etc. Et on rentre et on se dit qu'est-ce qui s'est passé. Et en fait le soir même, nous, on a fait une soirée entre jeunes écologistes et on est toujours dans un tunnel. Il ne s'est rien passé. Enfin, tu conscientises pas le truc, le déni. Et en fait, moi, c'est vraiment dans le train, dans le bus le lendemain en rentrant que je comprends. Je passe une nuit de dimanche à lundi seul chez moi, horrible. Et le lundi, c'est quand, voilà, encore une fois, quand cette poubelle éclate et que ça me fait sursauter, que je me dis, c'est pas normal. Et ensuite, on voit les vidéos, on voit les enregistrements. Et c'est des choses que je revois, que j'écoute souvent pour me rappeler que c'était réel, quoi. Parce que je me souviens quand t'es rentrée, tu m'as dit mais vas-y je reviens en Belgique parce que je sais pas si c'était ta première désobéissance civile quand on l'a fait ensemble en Belgique, mais en tout cas on en a fait une ensemble en Belgique qui ne ressemblait pas du tout à ça. Alors ça veut pas du tout dire qu'on est mieux chez nous, ça veut dire qu'on n'est pas encore dans cet état-là. Ça veut pas dire que ça nous pend pas au nez, mais je me souviens vraiment que tu nous as dit mais waouh, je m'attendais pas à ça
mais je reviens chez vous les Belges parce qu'on se faisait pas taper dessus, quoi. Non, mais c'est clair, c'est un truc que j'ai beaucoup dit après Sainte-Soline. C'est quand on a fait Code Rouge ensemble, quand on a bloqué Total en Belgique, il y avait genre, à des moments de la nuit et du jour, une voiture de police avec 3 policiers qui nous tournaient le dos, qui n'avaient pas de gilet pare-balles, qui n'avaient pas de tenue comme les CRS ont chez nous. Enfin, c'était pas des Robocop. Non, mais même, juste petite anecdote, et c'est ensemble qu'on l'a remarqué. Alors, faut vraiment prendre ça avec des pincettes parce que j'ai pas du tout envie de minimiser les mesures sécuritaires qui sont en train d'être mises en place en Belgique et les dérives policières en Belgique parce qu'elles existent et elles sont très nombreuses, beaucoup trop nombreuses. Mais là, c'est vrai que comparé au scénario en France, surtout toi, en fait, vu que tu étais aux deux, un moment, nous, on était à Code Rouge ensemble et on s'est rendu compte, en fait, que la voiture de police était partie. Donc, on était plus surveillés. Et du coup, en fait, les gens pouvaient venir nous rouler dessus parce que la circulation était plus bloquée. Mais ça, c'est un truc, quand tu y penses, tu te dis, mais waouh. Et à 300 km de là, il y a des gens qui se faisaient jeter des grenades dessus par les forces de l'ordre. Et ça me fume, vraiment. Ah non, mais c'était... en fait, la comparaison, il aurait fallu prendre 2 photos. Et encore une fois, évidemment qu'il y a des gros problèmes avec la police en Belgique, etc. Mais c'est sur mon vécu personnel et sur même le vécu des manifestations que j'ai pu faire d'un côté comme de l'autre, ça n'avait rien à voir. Et il y avait un côté où on se disait, je suis potentiellement... ouais, je suis une cible. Je suis vraiment une cible. Et il faut savoir que les manifs retraites, à ces moments-là, se radicalisent et deviennent de plus en plus violentes dans la répression. Et que, en fait, je me souviens d'un jour, place de la Bastille, je ramasse une douille de grenade, donc c'est un morceau de plastique gris où il y a le nom de la grenade écrite dessus. Et je me dis, mais en fait, je les avais jamais vus utiliser ça à Paris. La dernière fois que j'ai ramassé un aussi gros morceau, ils utilisaient des grenades, mais des plus petites. Mais la dernière fois que j'ai ramassé un morceau comme ça, c'était à Sainte-Soline, quoi. Et donc, c'est le gap avec ce que j'avais pu vivre en Belgique, les 6 petits mois où j'y étais, était... ça renforce l'idée qu'il y a un problème d'autant plus important chez nous, quoi. Ouais, clairement. Même si, voilà, il arrive chez nous. Hein. Vraiment, je veux pas minimiser. Et là, en Belgique, on a Greenpeace qui est traîné en justice avec comme mesure pénale une loi antiterroriste. Donc, on utilise une loi antiterroriste pour poursuivre des manifestants et des activistes, ce qui est complètement scandaleux également. Donc, voilà, je veux pas minimiser. Mais en effet, quand on écoute tes 2 vécus, ça n'a rien à voir. Et comme tu dis, ça renforce l'idée qu'il y a vraiment un très, très gros problème. Pour clôturer, une dernière question. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un en fait qui n'a pas été à Sainte-Soline, qui a vu, comme moi en fait, et non pas comme moi, quelqu'un qui milite pas, qui est frileux de rentrer dans ce milieu-là et qui a vu littéralement des activistes se faire défoncer à Sainte-Soline. Tu leur dis quoi à ces gens-là ? Moi, j'ai l'impression qu'on peut plus rien leur dire. Je leur dis quoi ? Je pense que la première chose que je leur dis, c'est il y a 1000 façons de s'engager et de militer. Aujourd'hui, je veux dire, dans mon entourage d'activistes, il n'y en a pas 10% qui étaient à Sainte-Soline. Et c'est pas pour ça que c'est des meilleurs activistes ou des moins bons activistes. C'est juste qu'il y en a qui font un choix, qui est celui de la désobéissance civile, et il y en a qui font le choix de la désobéissance civile où il y a un risque. C'est un choix qu'on assume, c'est un choix que moi j'assume parce que je considère qu'on est à un niveau d'urgence où l'ensemble des actions sont nécessaires et qu'elles se nourrissent les unes entre elles. Et en fait, si on n'a que des gens qui font des Sainte-Soline et qu'à côté, on n'a pas des gens qui font des pétitions, on n'a pas des gens qui font des plaidoyers, etc., Sainte-Soline... c'est pas audible. C'est pas audible. Et quand Darmanin dira éco-terroriste, les gens se vont dire oui, c'est des fous. Ils y croiront. Voilà. On a besoin de tout le monde. On a besoin de tout le monde à des degrés différents. Par contre, encore une fois, on a besoin de tout le monde. Et donc, je leur dis, écoutez, vous avez distribué des tracts 3 fois par semaine, 1 fois par semaine, 1 fois par an. Vous avez déjà eu une activité. Évidemment, plus vous pouvez faire, mieux c'est. Mais aujourd'hui, vous pouvez vous engager sans vous mettre en danger. Par contre, s'il y a bien quelque chose qui vous met en permanence en danger, c'est le réchauffement climatique. Et ce sera bien plus dangereux que Sainte-Soline. Écoute, je pense que c'est un impeccable mot de la fin. Merci beaucoup, Jonas, et à bientôt. Avec plaisir, à bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner au podcast. Si vous voulez réagir à nos propos, la section commentaires est faite pour cela.
Ou alors, vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo @goodmorninglo. On se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode d'Épicéa et d'ici là, prenez soin de vous.